Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque le problème 2 du CAPES 2023, mathématiques bien sûr, avec ici un problème sur les équations fonctionnelles. C'est les grands classiques, l'exercice. Enfin, en tout cas, ce grand 1, c'est un très grand classique. On commence par des rappels sur la dérivabilité. On attaquera ensuite la fameuse équation fonctionnelle. G de xy égale g de x plus g de y. Donc, on est parti tout de suite avec quelques résultats classiques donc de dérivabilité. Alors, grand 1, donc ici, donner une définition de l'assertion f est dérivable en... Alors, important, donc il faut bien définir les objets. Donc, on va prendre soit, donc, i. Alors, on va mettre ent, comme ça, on va définir plein de choses. Donc, soit i à l'intervalle. On est sur des intervalles ici. Donc, de R. On va prendre un nombre a, donc, un élément, donc un réel de l'intervalle i. D'accord ? Bien sûr, votre intervalle i, c'est précisé, mais c'est important. Il est non réduit à un point. Voilà. Et ensuite, eh bien, on attaque avec notre fonction. Donc, il vous faut une fonction f, donc définie de votre intervalle i, donc dans R. Et donc, f est dérivable en a. Qu'est-ce que ça signifie? On va dire que f est dérivable donc en a si la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a est un nombre réel qu'on note, alors f' de a, et qui est appelé le nombre dérivé de f en a. Voilà, ça c'est du cours. On continue. On suppose maintenant que f est dérivable en a. D'accord? Et on appelle effectivement f' de a le nombre dérivé de f en a. Démontrer que f admet un développement limité d'ordre 1a. D'accord? C'est-à-dire que f de x écrit f de a plus x moins a f' de a plus g de x. Et cette fonction g de x, elle est particulière, on dit qu'elle est donc négligeable devant la fonction kx associe x moins a. Autrement dit, le quotient de g de x par x moins a tend vers 0 quand x tend vers a. Voilà. Alors, on va utiliser la définition. Donc, je rappelle que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale donc à f' de a. Alors, on a bien cette limite-là qui est égale à f' de a. Donc, l'idée, eh bien, c'est de mettre le f' de a à gauche. Donc, ça veut dire que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a moins f' de a est égale à 0. Donc, l'idée, c'est de considérer justement la fonction epsilon de i dans R qui s'associe cette expression-là quand x est différent de a et epsilon de a égale 0. Puisqu'on a vu ici, la limite quand x tend vers a de cette chose-là, c'est 0. On va mettre au même dénominateur. On a donc pour tout x de i différent de a, cette chose-là. J'ai mis au même dénominateur. Maintenant, donc, toujours pour tout x dans i différent de a, j'ai x moins a fois epsilon de x, qui vaut donc f de x moins f de a moins x moins a f' de a. L'idée, c'est donc maintenant de considérer g qui va de i dans R, qui a x associe x moins a epsilon de x. On a bien la limite de g de x sur x moins a quand x tend vers a, qui est égale à la limite donc d'epsilon de x quand x tend vers a, qui est égale à 0, d'accord? Ça, c'est comme ça qu'on a construit un epsilon. Ici, la limite, donc quand x tend vers a, d'epsilon de x, elle est bien égale à 0. C'est ce qui nous a amené justement à sa construction. Donc ici, on a bien g qui est donc négligeable devant x. Voilà. Donc g, c'est un petit taux de x moins a, un petit taux quand on est près de a. Voilà. Donc g est négligeable devant donc la fonction kx associe x moins a. D'accord, en a. Conclusion, on a exactement l'écriture. Vous voyez, si là je mets g de x, on a donc bien sur i, bien g de x s'écrit f de x moins f de a moins x moins a f' de a. On a donc bien f admet un développement limité d'ordre 1 en a. Voilà. Démontrer que si f est dérivable en a, alors f est continu en a. On vient de montrer que si f était dérivable en a, on avait un développement limité d'ordre 1. Donc je l'écris avec cette fonction g qui est négligeable devant x moins a, donc en a. Il faut montrer que c'est continu. Donc quel est le but? Il faut montrer, quand même important, la continuité. Il faut montrer que la limite quand x tend vers a de f de x, ça doit être égal à f de a.
Donc ici, on va mettre le f de a à gauche. Donc, ça veut dire que sur notre intervalle i, f de x moins f de a est donc égal à x moins a f' de a plus g de x. Alors ici, f' de a, c'est une constante. Limite, quand x tend vers a, de x moins a f' de a, c'est simple, ça fait 0. G est un petit taux de x moins a, donc la limite quand x tend vers a de g de x, c'est 0. D'accord? On pouvait pour ça, à la rigueur, écrire g sous la forme x moins a epsilon de x, avec epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers a. Vous voyez bien que ce produit va tendre aussi donc vers 0. Conclusion, par addition, et la limite, donc quand x tend vers a de f de x moins f de a, c'est égal à 0. Et donc, eh bien, ça veut dire que la limite quand x tend vers a de f de x, c'est bien égal à f de a. Et donc la fonction f est continue. Voilà, je me sers vraiment de ce qu'on vient de faire. Sinon, directement avec la définition, eh bien, on écrit pour x différent de a f de x moins f de a égale f de x moins f de a sur x moins a fois x moins a. On va regarder ici, le premier facteur tend vers donc f' de a. Le deuxième tend vers 0. Évidemment, on est quand x tend vers a. Donc, ça veut dire que ça, par produit, ça tend vers 0 quand x tend vers a. Et donc, on a terminé. Donner sans démonstration un contre-exemple. Donc, il faut une fonction continue qui ne dit pas dérivable en a. Puis, vraiment, je vais prendre un exemple de R dans R. La fonction classique qu'on utilise pour des exemples de continuité non dérivable, c'est la fonction valeur absolue en 0. Donc, en 0, eh bien, alors il y a marqué sans démonstration, je vais quand même la faire. En 0, eh bien, la limite, quand x tend vers 0, donc par valeur supérieure et inférieure, c'est donc bien égal à 0. D'accord? Et on sait que valeur absolue de 0 égale à 0. Donc, cette fonction f, elle est continue en 0. Et, eh bien, si on regarde f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est donc valeur absolue de x sur x. Et donc là, il y a deux cas. Si on regarde la limite par valeur inférieure, donc la limite quand x tend vers 0 en étant inférieure, valeur absolue de x c'est moins x. Ça fait donc moins 1. Et la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, eh bien valeur absolue de x est égale à x. Donc ça fait 1. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence. Donc elle est non dérivable en 0. Voilà. Je citerai aussi racine carrée, un problème en 0. C'est vraiment les exemples qu'on donne aux élèves quand on fait problème de continuité de dérivabilité. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, la fonction racine carrée elle est continue en 0. Racine 0, 0, la limite, c'est bien 0. Donc, elle est continue en 0. Elle est même continue sur R. D'accord? Ici, par contre, quand on fait donc racine de x, donc f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça fait racine de x sur x. Donc, on est évidemment sur des x qui sont strictement positifs. Et ça fait 1 sur racine carrée de x. Et ça ne tend pas vers un réel. Ça tend vers, donc ici, plus l'infini quand x tend vers 0 par valeur positive. Donc vous voyez que c'est aussi non dérivable en 0. Alors c'est deux problèmes différents de non-dérivabilité. Ici, parce qu'on a ici cette fameuse pointe au niveau de l'origine. Voilà. Donc on a en fait deux demi-tangentes. Ici, en fait, il y a une tangente, puis une tangente verticale. D'accord? Donc il n'y a pas de coefficient vecteur, donc non-dérivabilité. D. Donc on prend une deuxième fonction g de i dans R, démontrer que si f et g sont dérivables en A, le produit il est aussi. Alors il y a plein de façons de faire, mais la façon classique quand on doit démontrer ça devant des élèves, c'est la suivante. On va regarder donc f de x, g de x, donc ça c'est l'image de x par la fonction f fois g, donc on sépare en deux produits, moins f de a fois g de a, sur donc x moins a. Alors, comment on fait? Bien, une petite astuce sur le numérateur. On rappelle bien qu'on a ces deux quotients ici qui ont une limite finie quand x tend vers a. Une c'est g' de a, l'autre c'est f' de a. C'est ça l'idée. C'est que là, devant moins f de x, eh bien, je vais faire apparaître g de x moins g de a. Comme ça, vous voyez ici, on a g de x moins g de a sur x moins a. Ensuite, on va rajouter un deuxième. Alors, j'ai fait apparaître un terme ici, f de x moins g de a, qui n'y était pas. Donc, je vais le faire disparaître. Et là, je vais écrire ici donc g de a, facteur de quoi? Donc de f de x, puisque j'ai un terme en trop. Et donc ici, j'ai f de a moins g de a. Mais là, je factorise par g de a, ça fait ceci.
Et là, c'est là que c'est très joli. Vous voyez, après, je sépare en deux. Ça fait f de x. Alors, je vais le mettre devant. F de x multiplié par g de x moins g de a sur x moins a plus g de a fois f de x moins f de a sur x moins a. Et on fait tendre tout ça. Enfin, x tend vers a. Donc, quand x tend vers a, ça tend vers f de a par continuité de f. D'accord, elle est dérivable. Hein. Donc, on a dit, hein, alors ça quand même il faut le dire, f est dérivable en a, donc continue en a, ça veut dire que f de x tend vers f de a. Ici, par dérivabilité de g, mais ça tend vers g' de a. Donc, oui, pour l'instant, ça fait f de a fois g' de a. Plus ici, g de a, donc ça ne bouge pas, c'est une constante, fois ici, ceci, donc c'est la dérivabilité de f en a, ça fait f' de a. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, on a pris a quelconque dans i, ça veut dire qu'ici, eh bien, si f et g sont dérivables en a, eh bien, cette limite, elle est finie, et c'est f de a fois g' de a plus g de a fois f' de a. Donc, on conclut proprement. Hein, évidemment, tout ça, hein, vous le savez, hein, puisque c'est le résultat qui dit que la dérivée d'un produit UV, si UV sont dérivables, c'est U'V plus UV'. Donc, on savait à l'avance hein, qu'il fallait une forme comme ça avec une addition. Ça peut aussi vous aider pour aller vers la conclusion. Une autre méthode pour montrer la dérivabilité du produit, c'est d'utiliser ce qu'on vient de faire. Donc f et g sont dérivables A, donc on a des développements limités d'ordre 1, donc cette écriture-là, avec h1 et h2 qui sont négligeables devant x donne x moins 1, on va faire le produit. Ça veut dire que pour tout x appartenant à i, eh bien f de x fois g de x, donc autrement dit, on écrira ça plutôt f g de x, donc est égal à quoi? Je fais donc le produit, je développe tout de suite, ça donne ceci. D'accord? Ici, j'ai factorisé par x moins a. J'ai dans les parenthèses quelque chose d'intéressant, c'est le nombre dérivé du produit, hein, d'accord? Et là, on a des produits avec h2 de x et ici, pardon, h1 de x. Je mets fg de a de l'autre côté, on obtient ceci. On va donc maintenant diviser tout par x moins a. On obtient ceci. La dernière fraction, je la sépare en deux, enfin le dernier quotient, plutôt, je le sépare en deux. Et maintenant, on fait tendre x vers a, d'accord? Donc ça, évidemment, ça tend vers un réel, hein, puisque c'est une constante, donc il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, ici, ce terme-là, h2 de x est négligeable devant x moins 1. Donc, ici, on a la limite, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Hein, toujours, bien sûr, x tend vers a. X tend vers a. Là, ici, la même chose, puisque h1 est négligeable devant la fonction kx associée x moins a. Voilà. Donc, hein, ici, ça, c'est h1 de x et h2 de x est négligeable devant x moins a. Et donc, vous avez ce quotient, par conséquent, qui tend donc vers ceci, cette constante-là, hein, si le reste des additions. Et on a donc bien effectivement retrouvé que FG est dérivable en A et que le nombre dérivé, c'est cette somme-là. Maintenant, la question E, c'est la composée. On va se servir de la même méthode que je viens d'utiliser en utilisant les développements limités d'ordre 1. Donc, alors ici, on resitue. On a donc F, hein, donc qui va de I dans R, qui est donc dérivable en petit a, hein, le nombre petit a I dans I. Ensuite, on a une deuxième fonction G qui va de J dans R. Hein. Il faut savoir que l'image de I par F est inclue dans J. Et on sait que G est dérivable en, ici, on vous le dit, F de A. Donc on va s'intéresser à la composée. Donc déjà, on va bien, utiliser nos développements limités. On a vu que c'était dérivable en A, on avait un développement limité d'ordre 1. J'écris donc ici le développement limité d'ordre 1 de F en A. Ensuite, je fais pareil avec G, mais je le fais en F de A. Ça veut dire qu'ici, pour tout, alors je vais mettre grand X, ça appartient à ici J, eh bien, G de grand X, c'est donc G de, je l'applique donc ici pour en F de A, hein, plus grand X moins F de A, G' de F de A, plus une fonction H2,
grand X avec cette fonction H2, hein, qui est ici un petit O de... Alors, c'est pas X moins A, on va faire grand X, hein, je mets grand X, moins F de A, c'est un petit O de grand X moins F de A, ici, quand grand X tend vers F de A. D'accord, c'est pas évident parce qu'il y a des F de A partout, hein. J'ai juste ici appliqué ce que je viens de dire. À la place de F, j'ai mis G, et à la place de petit a, j'ai mis F de petit a. Donc, il y a pas mal de choses, hein, ici, vous voyez. Pas attention à notre H2. Alors, pour tout X appartenant à I différent de A, je regarde ce quotient. Je dois montrer, hein, qu'il a une limite réelle. Je la connais, hein, d'ailleurs. Vous savez que quand on dérive donc G rond F, la dérivée F' fois G' rond F. Donc, on va retomber là-dessus. Et j'obtiens ceci. Alors, le GF de A, il s'est supprimé. Ici, j'ai remplacé grand F par F de petit a. J'obtiens donc ceci, ici, et là, le H2 de F de X. Alors ici, maintenant, je sépare en deux. Vous allez voir, c'est très joli parce qu'ici, on a F de X moins F de A sur X moins A qui apparaît. D'accord, vous savez que ce quotient, ici, hein, donc il tend, puisque F est dérivé vers F' de A. Donc là, on obtient F' de A ici, G' de F de A. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement, hein, la limite qu'on voulait quand X tend vers A. Et il vous reste maintenant un terme, et il va falloir montrer que ce terme tend vers 0. Donc il y a H2 de F de X sur X moins A. Alors l'étape qui vient, c'est la plus dure. Je remplace dans H2 de F de X par son développabilité d'ordre 1. Je rappelle que H2 de grand X, c'est un petit taux donc de grand X moins F de A, quand grand X tend vers F de A. Donc je peux écrire ici comme le produit d'un epsilon de X par grand X soit F de A, avec cet epsilon qui tend vers 0 quand grand X tend vers F de A. Et là, ici, je l'utilise. Donc là, à la place, donc je vais mettre le 1 sur X moins A devant, il me gênera moins. Et là, j'ai donc mon H2. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'aurai donc epsilon de, donc ici, donc mon grand X, ben c'est tout ce qu'il y a dedans, d'accord? Donc F de A plus X moins A, F' de A, plus H' de X, voilà. Donc ça, c'est mon epsilon, fois, donc la même chose, moins F de A. Le premier facteur, alors là, on est sur l'epsilon de X. Hein, vous pouvez remarquer ce qu'il y a à l'intérieur, ici, quand petit x tend vers A. Ça tend vers F de A, ça tend vers 0. H1 est négligeable dans X moins A. Enfin, H1 de X est négligeable dans X moins A, donc ça tend aussi vers 0. Donc ça, quand petit x tend vers A, ça tend vers F de A. Donc il faut que je regarde la limite de epsilon quand x tend vers F de A. Et ça, c'est 0. Oui, donc ici, eh bien, ce facteur-là, il tend donc vers 0 quand petit x tend vers A. D'accord? Ensuite, le deuxième facteur, alors là, on a f' de A. H1 de x sur x moins A, ça tend vers 0, on l'a dit plusieurs fois. Donc ce facteur, il tend donc vers f' de A par produit. Et bien, vous voyez que le produit tendra vers 0 quand petit x tend vers A. Et bien maintenant, on revient à notre expression. Alors, on a donc le deuxième terme qui tend vers 0 quand petit x tend vers A. Le premier terme, on l'avait déjà dit, ça tend vers f' de A fois G' de f de A. D'accord? Conclusion, ici, votre quotient tend bien vers un réel. Et ce réel, c'est f' de A, G' de f de A. Et donc, on a terminé notre raisonnement. Alors, on va s'arrêter là pour le moment, parce que hein, la suite n'est pas du tout du même genre. Donc, on va plutôt séparer. En plus, ça fait un petit peu long comme vidéo. Donc, à suivre la fonction logarithme népérien avec l'étude d'une équation fonctionnelle, la fameuse donc g de xy égale g de x plus g de y. À très bientôt.